tout à fait. Bon, eh bien, c'est parfait. Donc voilà, là vous avez l'ensemble des noms des personnes qui ont contribué à ce rapport. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, pour commencer, hein, quelques mots sur la sécurité sociale de l'alimentation. Donc la sécurité sociale de l'alimentation, comme son nom l'indique, c'est une initiative, hein, une proposition qui reprend les principes de la sécurité sociale telle qu'on la connaît, en particulier dans le domaine de la santé, et qui reprend en particulier quelle inspiration, celle du régime général de la sécurité sociale de 1946. J'y reviendrai dans un instant. C'est une proposition qui a émergé il y a quelques années, il y a 5, 6 ans, peut-être 7 ans maintenant, 2019, et qui est liée à une rencontre entre les réflexions d'une organisation, d'un collectif qui s'appelle Réseau Salariat et qui est très centré autour de la réflexion théorique de Bernard Friot, d'un sociologue qui s'appelle Bernard Friot, qui a beaucoup travaillé sur la question des retraites, du salariat, et qui, si vous voulez, propose une réflexion très critique sur la notion de travail dans un régime capitaliste, et qui propose d'élaborer comment dire, une réflexion ou une institution surtout alternative du travail sur des principes non capitalistes et qui s'appuie là-dessus beaucoup sur la question des retraites, de la sécurité sociale ou encore du statut de la fonction publique comme, si vous voulez, comme forme de proposition alternative au travail dans sa notion capitaliste avec, vous voyez, si vous voulez, l'exploitation, le salaire qui est payé uniquement une fois qu'on a travaillé, etc., etc. Voilà, donc la rencontre entre ce collectif, Réseau Salariat, et des gens qui étaient beaucoup plus engagés dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation, et une ONG qui s'appelle Ingénieurs sans frontières. Et donc des gens, sont comme son nom l'indique, hein, Ingénieurs sans frontières, des gens qui ont travaillé beaucoup dans des projets de développement à l'étranger, en Afrique, etc. Et puis qui, de retour en France, se sont dit qu'il y avait en France des choses qui n'allaient pas, qui ont aussi été frustrés par un petit peu tout le monde de l'intervention humanitaire, où on fait un projet quelque part, enfin, voilà, et puis quand on y revient quelques mois ou quelques années après, il n'en reste pas grand-chose. Donc, enfin voilà, une réflexion critique là-dessus. Et la rencontre entre ces deux collectifs, ces deux formes de pensée, ça a donné en 2019 cette proposition d'une sécurité sociale de l'alimentation. Donc, comme je l'ai dit, cette sécurité sociale de l'alimentation, elle reprend les trois grands principes du régime général de la sécurité sociale de 1946, donc tel qu'elle a été instituée au sortir de la Seconde Guerre mondiale en France, à l'initiative d'un ministre qui était Ambroise Croizat, qui était un résistant communiste. Et donc, ces trois grands principes sont l'universalité, le conventionnement démocratique et la cotisation sociale comme mode de financement. Alors, l'universalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une politique ou une institution qui s'adresse à tout le monde, sans distinction de conditions, de revenus ou de quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas une politique ciblée. Vous le savez certainement, de plus en plus, depuis qu'on a entré dans un régime un petit peu, enfin, bon, pour faire vite, disons un régime néolibéral de politique publique, on Pardon, a de juste plus en pour, plus. est-ce que les slides sont censés avancer? Non, pas Ah, pour le OK, moment. Là, c'est d'accord. le OK. slide, c'est une diapositive fixe, donc pas de problème. OK, merci. Euh, Depuis qu'on est entré donc dans un régime néolibéral de politique publique, de plus en plus, les politiques publiques, elles sont ciblées, elles sont conditionnées, elles sont voilà dirigées vers des publics supposés vulnérables ou en situation de très grande pauvreté. Et il y a systématiquement des seuils qui sont érigés pour pouvoir bénéficier d'une mesure d'action sociale ou de protection sociale. Là, dans le système de la sécurité sociale, il y a cette dimension d'universalité, c'est-à-dire que tout le monde peut en bénéficier, y compris si vous êtes très riche. Et c'est pareil pour l'assurance chômage ou pour l'assurance retraite. Tout le monde contribue et tout le monde peut en bénéficier. Donc ça, c'est le premier pilier, c'est celui de l'universalité. Deuxième pilier, celui du conventionnement démocratique. C'est l'idée que, si vous voulez, on attribue la gestion d'une fonction macroéconomique ou macro-sociale aux intéressés eux-mêmes. Donc, dans le cas de la sécurité sociale, c'est les travailleurs et les syndicats qui, au début en tout cas, gèrent ou co-gèrent le système de sécurité sociale.
avec des caisses locales de sécurité sociale. Et donc, si vous voulez, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une proposition qui est finalement anti-étatique. Et donc ça, on pourra y revenir dans la manière dont c'est mis en œuvre dans les expérimentations locales de sécurité sociale de l'alimentation. Mais si on prend au sérieux le régime général de la sécurité sociale, ou en tout cas la lecture qu'en fait Réseau Salariat, il y a cette idée que c'est les intéressés eux-mêmes qui sont les mieux placés pour gérer le système. Et donc, il y a quelque chose, c'est pas simplement une alternative au marché, c'est aussi une alternative à l'État. Donc ça, on pourra en rediscuter. Sachant que, évidemment, le régime de sécurité sociale, au cours des années 60, 70, 90 aussi, il s'est de plus en plus étatisé. Et enfin, troisième principe, le financement par la cotisation sociale. Donc, c'est-à-dire qu'on prélève une part du salaire pour, au lieu que ça aille directement que ce soit directement un revenu individuel, c'est un revenu qui est socialisé, qui est mis dans un pot commun pour être réorganisé, redistribué pour satisfaire le financement d'un intérêt collectif, d'une fonction sociale collective qu'on considère comme importante. Donc, dans le cas de la sécurité sociale, c'est la santé, et donc dans le cas de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est l'accès à l'alimentation. Donc, vous avez ces trois grands principes qu'on va essayer de reprendre pour les appliquer au domaine de l'alimentation. Et c'est là qu'arrive la proposition d'Ingénieurs sans frontières, c'est de dire, en fait, on va faire l'équivalent de la carte vitale, mais pour l'alimentation. Et la manière dont c'est pensé, c'est-à-dire qu'on va avoir des cotisations qui pourront être prélevées soit sur les salaires, soit à partir d'une taxe sur, je ne sais pas moi, la valeur ajoutée ou sur les transactions financières ou ce que vous voulez, mais en tout cas un mode de financement qui va nous permettre de distribuer une allocation à chaque individu qui sera de environ 150 € par mois, ce qui représente à l'échelle de la population française un budget d'environ 120 milliards d'euros et qui va leur permettre de faire les courses, d'aller donc s'approvisionner dans un ensemble de points de vente, de lieux de distribution alimentaire qui auront été sélectionnés selon un certain nombre de critères de qualité des produits, de qualité des pratiques agricoles, etc. Et donc, si vous voulez, cette proposition de sécurité sociale de l'alimentation qui reprend les trois piliers que j'ai évoqués, elle a vocation à la fois à permettre un meilleur accès de toutes et tous à une alimentation de qualité et en même temps de servir de levier pour la transition écologique. Pourquoi? Parce que les critères de conventionnement, ils doivent justement permettre de sélectionner ou de valoriser des filières dans le secteur de l'agriculture et de l'alimentation qui sont conformes à un impératif écologique et sanitaire. Et donc, si vous voulez, c'est une manière de financer la transition écologique en constituant un budget massif. J'ai parlé de 120 milliards d'euros, c'est un tiers du PIB alimentaire français, qui va être orienté vers des pratiques productives, des systèmes de distribution qui correspondent à cet objectif de qualité sanitaire et environnementale. Donc ça, si vous voulez, c'est pour les grandes lignes, c'est la proposition théorique. Là, on est en 2019-2020 et il y a ce contexte aussi du Covid-19, du confinement qui favorise, je pense, une forme d'ébullition autour des questions d'alimentation et de transition écologique. Et ça va être repris assez rapidement dans les années 2020, paradoxalement peut-être à un niveau local, par plein de petits collectifs, formels ou informels, qui vont s'emparer de ça et qui vont dire, nous, on va essayer de le faire. On va essayer de construire une caisse locale de l'alimentation. On va essayer d'expérimenter ça à une petite échelle, donc sans pouvoir reproduire tous les paramètres de ce système. Mais quand même, on va essayer de voir ce que ça peut donner à notre niveau. Et donc, aujourd'hui, il y a des dizaines en France, et puis pas qu'en France d'ailleurs, des dizaines d'expérimentations locales de la SSA qui ont lieu. Il y en a une qui est très connue, qui nous a précédé et qui est à assez large échelle, c'est celle de la métropole Montpellier-Rennes. À ma connaissance, celle de la Gironde est celle qui est la plus étendue en termes de territoire, si vous voulez, couvert. Des fois, c'est des expérimentations locales qui ont lieu à l'échelle d'un village ou d'une petite ville, pas plus. Et donc là, dans le cas de la Gironde, on a quand même 4 territoires qui sont couverts par l'expérimentation de SSA.
Donc, vous voyez un petit peu le cheminement qu'il y a. Il y a d'abord une proposition macroéconomique de transformer quelque chose, de créer un nouveau secteur de socialisation de l'économie au niveau macroéconomique. Et puis, c'est repris par plein de collectifs avec des modalités différentes hein, à chaque fois. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Il y a une émulation entre ces différentes expérimentations locales de SSA, des gens qui vont dire, bon, bah, nous, à notre niveau, on va essayer de le faire en assumant le côté un petit peu bricolage. On ne pourra pas reproduire tous les paramètres de la SSA telle qu'elle a été pensée par Ingénieurs sans frontières et Réseau Salariat, mais on va essayer de faire quelque chose qui s'en rapproche. Et donc, en Gironde, à partir de 2022, on a essayé de faire ça. Et si vous voulez, dans le cas de la Gironde, c'est la rencontre entre deux initiatives différentes, en fait. Une qui vient d'en haut et une qui vient d'en bas, pour faire vite. Donc, celle qui vient d'en haut, c'est ce qui vient à la base du département de la Gironde. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles le séminaire d'aujourd'hui, il a lieu dans sous l'égide du département de la Gironde. Et l'initiative qui vient d'en bas, c'est un collectif à l'époque informel qui s'appelle Acclimatation, qui rassemble des associations d'éducation populaire, des centres sociaux, des épiceries sociales et solidaires, des chercheurs scientifiques comme moi, autour des questions d'alimentation et de changement climatique. Et ce collectif informel, il s'est dit aussi, mais tiens, nous aussi, on devrait essayer de faire une expérimentation locale de l'alimentation. Donc, si vous voulez, il y a eu deux initiatives dans ce sens, et puis on s'en est rendu compte, on s'est parlé et on a dialogué, et on s'est dit que le mieux, ce serait de travailler ensemble plutôt que de faire deux initiatives séparées. Donc, c'est comme ça que les choses se sont petit à petit mises en place. Donc, je vous passe les détails, mais 2022, 2023, 2024, il y a tout un travail de construction citoyenne du dispositif, d'élaboration des contours de cette caisse locale de l'alimentation, voilà, qui seront les participants, qui seront les points de vente concernés, quels seront les territoires couverts, et puis évidemment la question du financement de l'expérimentation, qui aboutit, je vous passe les détails, en 2024 au lancement officiel de la caisse de l'alimentation, qui va durer pour une année d'expérimentation officielle. Ça a été calibré pour une année, sachant qu'aujourd'hui, on continue à faire fonctionner cette caisse. Et donc, il y a 4 territoires qui participent à l'expérimentation pour essayer de couvrir la diversité des territoires du département. Donc, il y a Bordeaux, la ville de Bordeaux, hein, qui est la capitale du département, une ville de la métropole bordelaise qui est Bègles, hein, donc dans la banlieue de Bordeaux, et puis 2 territoires qui apportent un contraste avec ce contexte très urbain, qui sont le Pays Foyen, donc tout à l'est du département, vers la Dordogne, et puis le sud Gironde, donc au sud, vers les Landes, qui sont 2 territoires assez ruraux ou encore qui regroupent pas mal de petites villes assez dispersées. Donc voilà, pour avoir aussi cet intérêt territorial de diversité des territoires. Ont participé donc 4 territoires à cette expérimentation qui regroupe environ 400 personnes pour à peu près 180 foyers. Donc, on a choisi pour qu'ils soient représentatifs de la population girondine en termes de niveau de revenu et de composition familiale. Donc, si vous voulez, il y a diverses conditions sociales. Hein. Il y a des gens qui sont en emploi, il y a des gens qui sont retraités, il y a des gens qui sont au chômage. Voilà. Et donc, ils sont représentatifs de la population de la Gironde. Et en même temps, et ça, il faut être assez transparent là-dessus, sur d'autres variables que le niveau de revenu ou la composition familiale, on voit bien que ce n'est pas n'importe quelle personne, sachant que les participants sont volontaires, qui ont accepté de participer à cette expérimentation. Donc, c'est des gens qui sont plus diplômés que la moyenne de la population et aussi très souvent des gens qui sont assez engagés. Donc, vous voyez, il y a 70% de notre échantillon qui font partie d'une association, alors que je pense que c'est un peu moins à l'échelle de la population française, c'est plutôt 50%. Voilà, il y a plus de gens qui disent consommer des produits bio que dans la moyenne de la population française, etc. Donc, il y a des gens quand même qui sont déjà sensibilisés à la question de l'engagement citoyen et de l'alimentation durable. Donc, ces gens-là, ils ont pu bénéficier d'une allocation qui a été modulée donc, en fonction de la composition de leur foyer, mais qui était quand même assez importante. C'est-à-dire que pour un foyer d'une seule personne, d'une personne vivant seule, il y avait 150 €, et puis on ajoutait 75 € par personne supplémentaire dans le foyer, bon, avec une modulation, si c'était des enfants et en fonction de leur âge, je vous passe ces détails-là. Et donc, les gens, ils ont cotisé pour faire fonctionner la caisse,
et sachant que le budget de la caisse, il a été surtout abondé par des subventions publiques. C'est quand même, de mémoire, je crois que c'était à peu près les 2 tiers du budget. Donc là, on était assez loin d'un autofinancement de la caisse par la cotisation. Et on a eu un budget sur cette année officielle d'expérimentation qui était, vous pouvez me corriger, Justine et Jennifer, je crois de 550 000 € pour le fonctionnement de la caisse. Voilà, je m'arrête là pour la présentation à la fois de la SSA et de la Caisse locale de l'alimentation. Et donc, on peut avoir un petit temps d'échange si vous le souhaitez, si vous avez des questions sur ce que je viens de présenter. Il y a eu 2-3 questions de précision dans le chat auxquelles on a répondu, mais n'hésitez pas. Donc là, pour replacer, c'était vraiment un premier temps pour décrire un peu le contexte et les conditions dans lesquelles s'étaient déployées les conditions et aussi les modalités de déploiement de l'expérimentation girondine. Voilà, n'hésitez pas à demander des précisions sur la manière dont ça s'est déployé, etc. Et Antoine reviendra dans un deuxième temps plus sur les résultats obtenus par les chercheurs dans le suivi et l'évaluation de cette expérimentation. Voilà, si vous avez des besoins de précision, n'hésitez pas. Soit lever la main, soit poser dans le chat. Moi, je ne vois pas de main levée. Les détails des montants de subventions. Oui, ça, on peut peut-être vous donner à la louche pour l'expérimentation. Effectivement, il y a eu un budget qui a été couvert, comme Antoine le disait, par plus des 2 tiers par des subventions publiques. Et 27%, il me semble à peu près, du montant de la caisse était couvert par les allocations, par les cotisations, pardon, des participants. Le département de la Gironde était le premier financeur, mais beaucoup d'autres acteurs publics ont financé également cette expérimentation. En premier lieu, la ville de Bordeaux, qui était un des territoires d'expérimentation engagés également et fortement partie prenante du projet. La ville de Bègles également, qui était un deuxième territoire, qui est une petite ville collée à Bordeaux. Et puis après, l'État, je crois que l'expérimentation avait été lauréate de Mieux manger pour tous et a obtenu par là un soutien, des financements de l'ADEME, etc. On pourra également vous faire passer, pour ceux qui le souhaitent, des éléments un peu plus précis. Ève, vous levez la main, je vous laisse vous présenter également. Je pense que c'est important de dire qui vous êtes. Oui, bonjour Justine, bonjour à toutes et tous, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Oui, donc moi je suis conseillère départementale de la Gironde, élue à Bordeaux 5 et en charge des circuits courts et du réseau des fermes Gironde alimentaires. Et c'est juste pour donner des précisions sur les chiffres que j'ai moi. Alors effectivement à confirmer, hein, je pense qu'il faudra les renvoyer, mais au niveau de la ville de Bordeaux, puisque la ville de Bordeaux a été aussi extrêmement moteur, et c'est ça qui était intéressant aussi, c'est qu'on avait une ville et un département qui étaient finalement, qui ont fait équipe. On était à 115 000 € via le CCAS. Et le département de la Gironde, moi j'avais 150 000 €, mais je ne sais pas si ce chiffre... voilà, C'était 250 000 sur l'expérimentation. Oui, c'est ça. Voilà. Mais évidemment, c'est aussi, il y a eu plusieurs années, il y a eu toute une partie, mais vous allez sans doute peut-être l'expliquer, de construction, de co-construction qui a été aussi financée. Donc, ce n'est pas que sur la partie simple de l'expérimentation, c'est vraiment sur la totalité du projet. Merci Ève pour ces précisions. Est-ce que vous avez des questions ou comment les cotisations sont déterminées, un pourcentage? Alors en Gironde, Antoine, je te laisse me compléter, mais Jennifer également. En Gironde, en fait, on est parti sur une autodétermination du montant des cotisations, mais une autodétermination accompagnée, c'est-à-dire que
les, les participants ont déterminé eux-mêmes à quel montant ils allaient cotiser tous les mois. Et pour ça, ils avaient en appui voilà, des grilles qui leur permettaient de se situer en fonction de leurs revenus mensuels, en fonction de leur reste à vivre, en fonction de leur budget alimentaire. Voilà, ils avaient comme ça des grilles pour pouvoir se situer et voir quel montant de cotisation était conseillé au regard de leur reste à vivre, on va dire mensuel. Ils étaient libres choisir ce montant-là. Voilà, certains, rares, c'est vrai, ont cotisé plus que ce qu'ils ne recevaient. Et le montant moyen de la cotisation, alors Antoine, je ne sais pas si tu as le chiffre en tête, je dirais qu'il est autour de 60 euros par mois, même si la moyenne ne veut pas dire grand-chose. Mais en tout cas, voilà, on était parti sur une autodétermination. Alors, moi j'ai plus là, j'ai pas en tête la Je moyenne vais la globale. chercher. Moi, je peux vous dire des montants moyens de cotisation par niveau de revenu, si vous voulez, si on Oui, partage la population en quartiles. Donc, pour les revenus les plus bas, c'était 25 euros. Pour les revenus moyens moins, on va dire, c'était 54 euros en moyenne par mois. Pour les revenus moyens plus, c'était 71 euros par mois. Et pour les plus hauts revenus, c'était 99 euros par mois. Donc, le chiffre de 60 euros que tu as donné, Justine, je pense qu'il est à peu près c'était bon. peut-être 60, 67, je sais plus trop, mais oui, Enfin, c'était voilà, pas là. quelque Ouais. chose compris là-dedans, ça me paraît Mm. tout à fait plausible. Si je peux ajouter un élément concernant les différents financements, il y a eu aussi un petit peu de financement par une fondation privée, qui est la fondation Carasso, Bien sûr. qui est en fait une fondation issue de l'entreprise Danone. Concernant la ville de Bordeaux, alors au-delà de l'aspect financement, c'est vrai que une chose assez heureuse dans la mise en place, la possibilité de construction de cette expérimentation locale de sécurité sociale de l'alimentation, c'est le fait qu'il y a eu deux collectivités locales qui ont pu trouver un alignement dans le souhait d'expérimenter ça. Et je pense que, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui viennent d'autres territoires, c'est pas quelque chose qui émerge facilement. Il y avait une conjoncture politique particulière. Là, il y a eu à nouveau des élections municipales il n'y a pas longtemps, donc il y a des choses qui ont dû changer dans différentes villes en France, dans différents territoires. Donc, c'est pas forcément des choses qu'on trouve facilement comme type d'alignement. Et donc là, ça a été le cas. Donc ça a été une très bonne chose. Et puis concernant la ville de Bordeaux, je peux ajouter aussi qu'elle finance une thèse sur la sécurité sociale de l'alimentation que j'ai la chance d'encadrer. Et donc ça aussi, c'est un financement, alors pas direct au fonctionnement de la caisse de l'alimentation, mais c'est quand même une forme de financement, une contribution à tout l'ensemble de choses qui se font autour de cette expérimentation. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a une main levée. Oui, Angèle, bonjour. Peut-être vous pouvez vous Oui, présenter aussi à chaque fois. ouais, donc Angèle Legrain, je suis en charge de la stratégie alimentaire de la ville de Grenoble. Et donc on a une expérimentation SSA menée par un consortium d'associations dont voilà, l'asso pilote est présente là, à la visio. Donc vous parlez, là j'ai compris qu'on se penche sur l'expérimentation 24-25. Et j'avais juste une question, vu que ça ne va pas être abordé plus loin du devenir actuel de ce qui n'est plus une expérimentation, du coup, j'imagine. Merci. J'y vais ou peut-être je peux commencer. Antoine, Jennifer, vous me complétez. Donc effectivement, l'expérimentation en tant que telle, avec les conditions qu'a présentées Antoine, elle s'est terminée en avril 2025.
Et pour autant, depuis, la dynamique continue, mais selon des modalités différentes. Déjà parce que les modalités de financement et de soutien ne sont plus les mêmes. Donc, il a fallu trouver un nouveau modèle économique pour l'association qui coordonne l'expérimentation. Voilà, donc aujourd'hui, alors il y a eu plusieurs périodes de transition. Pendant une période, les participants ont accepté de baisser complètement la dotation qui leur était versée tous les mois pour être sur une dotation, on va dire, de transit à 50 € par mois pendant l'été 2025 jusqu'à la rentrée. Aujourd'hui, on est depuis quelques mois à 100 € mensuels par foyer, alors qu'on était sur un modèle avant qui était de 150 € par personne, plus 75 € par personne venant se rajouter dans le foyer. Donc voilà, on a aujourd'hui des dotations qui n'ont rien à voir avec les conditions dans lesquelles l'expérimentation s'est déroulée. Pour autant, il y a une telle dynamique et un engagement démocratique participatif, voilà, des 400 personnes qui ont participé à cette expérimentation, que tout ça enfin, voilà, a créé de vraies dynamiques sur le territoire qui ne sont pas du tout retombées. Et c'est cette vivacité-là, est-ce que ça a pu faire naître aussi un peu comme écosystème sur les territoires autour des caisses locales qui perdurent, mais certes sur des conditions, voilà, selon des conditions qui ne sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, là, en parlant pour le département continue à soutenir, mais de manière, voilà, j'ai envie de dire presque anecdotique par rapport au soutien qu'il a pu apporter pendant l'expérimentation. Mais enfin, c'était son engagement de départ de soutenir une expérimentation et d'en tirer des enseignements pour après porter un plaidoyer avec d'autres. Et ça, c'est peut-être la suite. Voilà, aujourd'hui, Acclimataction continue à animer, à coordonner. C'est vrai, et soutenu par quelques financements publics, mais dans des conditions moindres. Pour autant, voilà, la dynamique démocratique et citoyenne, elle est encore très présente et vivante. Je ne sais pas si vous voulez me compléter les autres, sinon il y a une main levée d'Hugo Bessière. Et après, on passera peut-être aux présentations des résultats. Non, si je peux juste ajouter Oui, un élément bien par sûr. rapport à ce que tu viens de dire, Justine. Ce que ça illustre aussi, c'est dans cette diversité d'expérimentation locale de SSA, la question du bon agencement, ou en tout cas de quel agencement entre, d'un côté, une dynamique citoyenne et puis, de l'autre côté, une dynamique plus de politique publique portée par des collectivités locales qui peuvent être tantôt une municipalité, tantôt une métropole, tantôt un conseil départemental. Et ça, c'est un équilibre ou une dynamique qui n'est pas évidente à trouver. Et puis, bon, ça dépend beaucoup de contextes locaux. Je pense que c'est important, et ça c'est quelque chose que je crois on a réussi à faire dans le cadre de la Gironde, c'est que la dynamique citoyenne puisse avoir sa propre logique, sa propre temporalité et sa propre, comment dire, sa propre force, sa propre normativité. Et c'est ce qui fait aussi que les expérimentations peuvent perdurer après ce qu'on pourrait appeler le bornage officiel. Parce qu'effectivement, les collectivités locales qui sont partenaires, elles ne peuvent pas s'engager indéfiniment sur quelque chose qui est expérimenté. Elles ont besoin d'avoir un peu un cadre. Mais le problème, alors, le risque de ça, c'est qu'une fois qu'on a expérimenté sur un bornage prédéfini qui serait 6 mois, 1 an ou ce que vous voulez, après, le risque, c'est qu'il n'en reste plus rien à part des résultats. Bon, bah voilà, on a expérimenté, on a vu ça, ça, ça et ça. Donc, effectivement, ça peut alimenter une activité de plaidoyer, notamment au niveau national, ce qui est important, ce qui a sa propre logique. Mais je pense qu'aussi, c'est bien si les caisses peuvent perdurer, se mettre en réseau entre elles, continuer à essaimer, continuer à construire des relations avec les collectivités locales, ou éventuellement selon de nouvelles modalités, etc. Mais enfin voilà, il faut aussi avoir cet aspect-là en tête. Juste pour
pour petite précision un petit peu plus actualisée, donc là, le 25 avril dernier a eu lieu une caisse commune où justement il a été décidé collectivement que voilà, il y avait un souhait en fait qu'il y ait une poursuite de cette expérimentation sur les 3 années à venir. Il a été décidé collectivement que la cotisation passerait à 70 € non, excusez-moi. La dotation. La dotation passerait à 70 mona par mois. Voilà, étant donné qu'il y a eu en fait des fondations qui ont aussi, enfin la fondation Carasso, qui en fait propose une subvention sur les 3 années à venir. Donc qui sera complétée, mais voilà, là il a été décidé une baisse de la dotation avec voilà, enfin tous les participants ont pu s'engager là-dessus et décider ensemble. Donc voilà, il y a quand même un souhait de faire perdurer cette expérimentation et je crois que le souhait aussi, il est aussi pour en fait permettre aux lieux conventionnés de continuer à exister. En fait, il y a tout un travail qui a été construit autour des points de vente et je crois que les participants n'ont pas envie de perdre ça. Voilà. Merci. Hugo Bessière. Vous avez la main levée. Oui, merci, bonjour. Hugo Bonjour. Bessière, je suis élu en Loire-Atlantique au département de Loire-Atlantique. Salut Eve. Le but, c'est pas de couper votre présentation, vous laisser aussi le temps de développer, mais c'est vrai qu'on a plein de questions qui arrivent tout de suite. Moi, j'avais cette question en effet par rapport au financement. Donc, on voit bien que sur le modèle de Frio, là, les financements, ils sont quand même pris sur les taxes des collectivités, hein. Et quand il y a 250 000 balles du département de la Gironde, moi, je m'interroge sur la viabilité à long terme. Étant donné la période difficile budgétairement que traversent les départements, et je me demandais justement comment ça allait pouvoir se perpétuer. Donc vous avez répondu à cette première question en donnant les nuances évidemment de l'expérimentation, et apparemment c'est bien parti pour que ça perdure. Ma deuxième question, c'était sur l'agencement avec les territoires ruraux qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que les territoires ruraux participent aussi financièrement, les collectivités sur lesquelles les territoires sur lesquels se passe l'expérimentation? Et comment le projet s'est lancé en même temps avec les territoires ruraux et urbains? Est-ce que c'est géré en même temps? Est-ce qu'il y a des spécificités sur les caisses? Voilà, nous, on a plein de questions là-dessus sur le territoire rural. Est-ce que je peux commencer une réponse? Bien sûr. Vas-y, Antoine. Et on ne te voit pas, Antoine, juste un écran blanc. Ah, ça c'est Mm. pas normal. Là, si je réactive la caméra, ça fonctionne? Non, Moi, je t'es vois tout rien. blanc. Alors, pourquoi? Si j'enlève le floutage, là, vous me voyez? Non. Non. Au début, j'étais visible? Au début, tu étais Oui. visible. Alors là, j'ai aucune idée de pourquoi ça fait ça. Là, j'ai bien demandé aucun floutage d'arrière-plan. Moi, je me vois, hein. Enfin, moi, Peut-être commence à répondre et après, oui. tu essaieras Bon, de trifouiller, quitte à te déconnecter, reconnecter pour ta d'accord. présentation. Mais... Oui, c'est peut-être avec le partage. Bon, bref. Oui, vous parliez du modèle de Frio. En fait, dans le modèle de Frio, c'est pas l'État ou les collectivités locales qui vont fonctionner, qui vont financer une caisse. C'est le financement de la caisse, il doit être autonome. Donc, il doit venir de la cotisation sociale qui est prise sur le salaire. Ça, c'est le modèle de Frio. C'est sa compréhension de la sécurité sociale. Et c'est pour ça que lui, par exemple, il est contre l'étatisation, fiscalisation du financement de la sécurité sociale. Bon. Alors, après, quand vous prenez le modèle d'ISF, Ingénieurs sans frontières, c'est déjà un peu plus, comment dire, nuancé, puisque là, on envisage des formes de financement par des impôts, une taxe spécifique, par exemple, je ne sais pas moi, sur les transactions financières ou sur, je ne sais pas moi, ce que vous voulez, sur la malbouffe, ou enfin quelque chose comme ça, une source de financement propre qui serait en complément éventuellement de formes de cotisation, etc. Et après, il y a les expérimentations locales de SSA, les caisses locales de l'alimentation, où là, bon, il y a un financement qui est, il faut le dire honnêtement, hein, qui est un peu bricolé comme on peut. Donc, il y a une part de cotisation
qui n'est pas de la cotisation sociale, hein, qui est pas sur le salaire, mais qui est de la cotisation volontaire par des citoyens, et qui est complétée, voire même plus que complétée, par des subventions ou des financements par des fondations privées, enfin voilà, et avec tout un ensemble de configurations différentes que je ne pourrais pas balayer ici. Enfin voilà. Et donc ça pose effectivement la question de comment est-ce qu'on élabore un mode de financement pérenne et un peu avec une certaine fiabilité de ces caisses de l'alimentation, ce à quoi on est en train de réfléchir actuellement. Et on pourra peut-être y revenir sur notamment la participation des entreprises au financement des caisses, sachant que c'est une des pistes des réflexions que l'on suit aujourd'hui. Sur les territoires ruraux, il y a deux choses. Le financement de la caisse, il est centralisé. Donc, il y a 4 territoires et on parle parfois de 4 caisses locales de l'alimentation. En fait, ça, c'est un abus de langage parce que ce n'est pas des caisses à proprement parler. Il y a une seule caisse, c'est la caisse de Gironde. Et elle centralise l'ensemble des financements, avec une petite exception dans le cas de la ville de Bordeaux, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Et donc, il y a une seule caisse d'un point de vue financier. En revanche, il y a des dynamiques locales du point de vue de la dynamique de ce qu'on fait autour de la SSA. Donc, il y a des groupes locaux qui se réunissent, donc qui représentent les citoyens de chacun des territoires de l'expérimentation. Donc, ils ont leurs propres réflexions, leurs propres envies, et ça a des effets notamment sur le profil des points de vente qui sont conventionnés. Ce n'est pas la même chose de s'approvisionner sur le plan alimentaire quand on habite à Bordeaux que quand on habite dans un territoire assez morcelé, assez dispersé, comme le Sud-Gironde ou le Pays Foyen, ou un territoire avec un profil agricole assez élevé, comme le Pays Foyen. Donc, par exemple, une spécificité du Pays Foyen par rapport à la métropole bordelaise en termes de profil de lieux de vente conventionnés, c'est qu'on a conventionné des agriculteurs présents sur un marché de plein vent. C'est le seul territoire qui a ça. Alors qu'à l'inverse, dans d'autres territoires, on a plutôt privilégié des commerces de détail plus classiques, mais avec un profil économie sociale et solidaire ou coopérative. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Et peut-être juste un tout petit complément sur le modèle économique, mais même si c'est pas tout à fait abouti, mais il y a 2 étudiants qui ont produit un rapport pour nous l'an dernier pour aller creuser un peu des pistes pour élaborer un scénario de financement d'une SSA qui serait déployée à l'échelle nationale. Donc voilà, il y a un rapport étudiant comme ça qui a été encadré par l'économiste Dany Lang, qui est aussi disponible sur le wiki SSA, sur lequel vous avez toutes les ressources, bien sûr, en libre, voilà, que vous pouvez consulter et télécharger. Je vais vous transmettre le lien si vous le souhaitez. Excusez-moi, juste pour information, donc je vais me déconnecter et me reconnecter en suivant pour apparaître à nouveau. Ok, tout de suite. d'accord, pas de souci. Voilà, bon, ben Antoine a disparu. Peut-être qu'on prend encore une ou deux questions et puis après on passera à la présentation. Ouais, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être que aussi par rapport à l'engagement des territoires ruraux, peut-être complété par le fait que effectivement l'engagement financier des territoires ruraux était un peu compliqué pour nous localement. Pour autant, il y a aussi, j'ai envie de dire, des engagements symboliques des collectivités territoriales locales qui ont notamment mis à disposition des espaces pour les rencontres, voilà, faciliter la mise à disposition de certaines ressources pour les caisses locales, voilà, et qui ont même si elles n'ont pas pu toujours contribuer financièrement, elles ont été aussi quand même partie prenante de ces dynamiques-là qui
ont souvent, même à chaque fois, fait le lien avec les projets alimentaires territoriaux en cours sur les territoires. Donc, bien sûr, ça n'est pas déconnecté, voilà, des dynamiques en place sur les territoires et ça vient, j'ai envie de dire, peut-être même au contraire venir dynamiser, voilà, une certaine partie de ces projets-là. Justine, il y a une Oui, question sur le profil des commerces. Il y a une ah oui, question, pardon. avez-vous conventionné des biocoop? Oui, alors sur les commerces conventionnés, bah, il y a un peu plus de 50 commerces, enfin points de vente conventionnés donc sur l'ensemble du territoire, avec des profils différents, effectivement des producteurs en direct, des producteurs en vente sur le marché et également des points de vente plus généralistes type épicerie, etc. Il y a, oui, il y a un ou deux Biocop, il y a un Biocop conventionné à Bègle, je sais plus s'il y en a un ou deux. Et il y a plusieurs supermarchés coopératifs effectivement qui ont été conventionnés. On a là-dessus tous les chiffres et ça fait partie, c'est un des axes de travail qui a été étudié par les chercheurs dans ce que Antoine va nous présenter par la suite. Mais il y avait un des chercheurs qui s'est particulièrement intéressé aux filières et du coup aux impacts qui a pu avoir au travers des points de vente conventionnés. Donc ça, c'est pareil, les chartes de conventionnement, les référentiels qu'on a pu construire avec les citoyens, puisque c'est eux qui ont vraiment en responsabilité tous les aspects liés au conventionnement. Tout ça est aussi disponible sur le wiki. Est-ce qu'Antoine est revenu? Oui, je suis Oui. là. Est-ce que vous Bah, me je voyez? pense, je vois pas de main levée. Je pense qu'on peut enchaîner, Antoine, si tu es OK sur la deuxième partie et sur les résultats. Est-ce que tu pourras mettre en plein écran tes diapos, s'il te plaît? Si tu les mets en Oui, diaporama. oui, normalement c'était le cas déjà. Alors attendez, excusez-moi. On te voit, Antoine, hein. Ouais, d'accord. Et est-ce que là, comme ça, c'est bon? Voilà, super. Super. Bah, Euh, on te laisse la parole pour une vingtaine de minutes sur la présentation des résultats. d'accord. Ou 20-25 Euh, minutes, comme tu veux, hein, on a encore le temps. d'accord. Donc allons-y. Donc Merci. j'ai déjà commencé à présenter les contours de la caisse locale de l'alimentation, hein. Donc une de ses spécificités, c'était que on a, pour cette première année d'expérimentation, on a mis en place une allocation qui vraiment essayait de reproduire le niveau de budget alimentaire qui était prévu dans la proposition d'ISF. Donc c'est-à-dire vraiment 150 € par personne et par mois. Donc nous, c'est ce qu'on a fait, enfin 150 € pour la première personne d'un foyer, puis 75 € par personne supplémentaire. Donc ce qui fait que si vous voulez, un couple avec trois enfants, ils avaient un budget vraiment assez conséquent, un budget alimentaire assez conséquent. Tout à l'heure, Jennifer a évoqué la MONA, donc ça, il faut peut-être préciser de quoi il s'agit. La MONA, c'est un acronyme pour monnaie alimentaire. Et donc en fait, si vous voulez, c'est pas vraiment une monnaie, mais c'est une unité de compte, un système de transaction et un système de comptabilité qu'on a mis en place. En gros, une mona, ça vaut 1 €, et donc c'est ce qui nous permet de suivre à la fois les cotisations, les transactions, et puis les flux ensuite qui sont payés au commerce conventionné. Donc, enfin voilà. Donc, si vous voulez, les 550 000 € de budget de la caisse pour la première année, ça a correspondu plus ou moins à 550 000 monas qui ont été cotisés, financés et puis dépensés dans des commerces alimentaires. Donc il y avait ces 180 foyers répartis sur quatre territoires, ce qui correspondait à peu près à 100 personnes par territoire, et un certain nombre de points de vente conventionnés, une douzaine par territoire, où on pouvait aller faire ses courses
Enfin voilà. Donc c'est-à-dire que vous disposiez d'une allocation mensuelle en fonction des caractéristiques de votre foyer et vous pouviez aller faire vos courses alimentaires exclusivement dans ces points de vente conventionnés. Donc je reviendrai plus tard sur le profil des points de vente conventionnés. Et vous pouviez aussi acheter certains produits. Donc, par exemple, vous ne pouviez pas acheter d'alcool ou vous ne pouviez pas acheter d'aliments ultra transformés. Donc, c'était des produits, donc non seulement des lieux, mais aussi des produits qui correspondaient à un certain nombre de critères. Le fait que ce soit issu d'une agriculture respectueuse de l'environnement, que enfin voilà, ce soit pas des produits peu ou pas transformés, qu'on privilégie l'approvisionnement local et de saison, etc., etc. Donc j'en reviens à mes participants. Donc en fait, on voit là sur la cotisation que en fait, plus on gagne d'argent, plus on cotise dans l'absolu. Mais si on prend plutôt comme référence le taux d'effort par rapport aux revenus disponibles, on voit qu'en fait, plus on est pauvre, entre guillemets, plus on cotise par rapport aux revenus qu'on a. Donc ça, c'est assez intéressant comme contraste sur le financement de la caisse. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est une vraie expérimentation de démocratie locale. C'est-à-dire que, je l'ai dit, il y a eu tout ce parcours antérieur à l'ouverture des caisses qu'on a appelé les parcours d'engagement qui ont permis d'élaborer le contour du dispositif, de l'expérimentation et en particulier une charte de conventionnement qui a servi de socle pour sélectionner les points de vente admis dans l'expérimentation. Ça a été fait par les collectifs citoyens, de citoyens qui ont participé à la caisse. Et donc ça a permis de réunir autour d'un sujet, donc d'un sujet central de la vie quotidienne qui est l'alimentation, une diversité de profils. Ça a permis de former les gens aux enjeux alimentaires. Enfin voilà. Je prends un enjeu, hein. On a vraiment pris le temps, un peu comme dans une convention citoyenne, de former les gens sur la question de l'alimentation, de tous les enjeux qu'il y a autour de l'alimentation, que ce soit du point de vue agricole, de la question de l'aide alimentaire, enfin voilà, tout un ensemble de sujets. Et par exemple, ce qu'on a pu constater, c'est que c'était pas du tout évident pour les citoyens qu'il y ait un lien entre ce qu'il y a dans notre assiette et le changement climatique. Donc ça, c'est toute une formation qu'il a fallu faire en mobilisant des experts qui sont intervenus dans les groupes, etc. Là, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais il y a une forme de montée en compétences qui est quand même assez forte dans ces collectifs citoyens. Ce qu'il faut dire aussi, et ça c'est important dans ce que peut être une expérimentation locale par rapport à la proposition de réseau salariat et d'ingénieurs sans frontières de sécurité sociale de l'alimentation, c'est qu'une condition de possibilité d'une expérimentation locale, en tout cas telle que nous on l'a vécu en Gironde, c'est le rejet de toute référence explicite à une idéologie politique ou partisane et la mise à distance du caractère politique du projet. Je veux dire, réseau salariat, très clairement, c'est une forme de... Enfin, les propositions de réseau salariat, c'est des propositions qui ont une dimension communiste et en tout cas une critique radicale du capitalisme. Là, dans une expérimentation locale de l'alimentation, de caisse de l'alimentation, vous ne pouvez pas mettre ça en avant. Parce que sinon, enfin, je veux dire, pour parler clairement, il y a la moitié des gens qui se barrent. Et il y a des gens qui ne veulent pas de ça, qui rejettent la politique partisane ou qui se reconnaissent pas du tout dans un idéal communiste ou socialiste. Donc, si vous voulez tenir à la fois l'objectif de transformation des conditions d'accès à l'alimentation et le caractère universel de votre expérimentation, vous êtes un peu contraint, si je puis dire, d'éliminer ce référentiel idéologique ou partisan ou politique. Euh, je pourrais y revenir, notamment si vous avez des questions, si vous êtes concerné par la mise en place d'une expérimentation locale de SSA. Il y a plein de difficultés à surmonter pour faire vivre, d'un point de vue de l'animation, d'un point de vue citoyen, une caisse locale de l'alimentation. Il y a des freins organisationnels, logistiques, culturels, cognitifs, etc. Et la difficulté, c'est que vous pouvez vous retrouver assez vite avec un noyau dur de participants qui représente, là, dans notre cas, plus ou moins 25% de l'ensemble des participants, qui sont des gens qui ont plus l'habitude de parler, qui ont un plus fort capital culturel, qui sont plus diplômés, qui sont plus concernés, plus politisés, etc., etc. Et donc,
dans des choses assez classiques, dans des expérimentations de démocratie locale ou de démocratie participative, vous avez des effets d'exclusion qui peuvent avoir lieu. Et je pense que nous, on était assez conscients de ça et qu'on a essayé de prévenir ça. Alors, on y est plus ou moins bien arrivé. Enfin, je veux dire, on a pris au sérieux cet objectif d'avoir une diversité de profils et pas que des gens très cultivés, très politisés, etc., etc. Donc ça, je pourrais y revenir plus en détail si vous avez si vous avez des questions. Maintenant, je voudrais prendre un temps sur les effets du dispositif. Donc, je vous ai dit, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place un budget, des cotisations et des subventions qui ont permis de financer des allocations pour chacun des 180 ménages participants. Et ces allocations, donc en MONA, de un minimum de 150 € et puis beaucoup plus si vous aviez une famille nombreuse, elles vous ont permis de faire vos courses dans un ensemble de points de vente conventionnés. Donc, je l'ai dit, une cinquantaine sur l'ensemble des 4 territoires, ce qui fait à peu près une douzaine par territoire. Donc, qu'est-ce qu'on voit de manière assez prévisible? C'est une augmentation du pouvoir d'achat et du budget alimentaire. Donc, on a fait une enquête, je n'ai pas le temps d'en décrire les pourtours, mais en gros, on a fait une enquête en 2 vagues, en T0 et en T1, donc c'est-à-dire avant le commencement de l'expérimentation et à la fin de la première année de l'expérimentation, pour mesurer les différences en termes de pratiques, et notamment de pratiques alimentaires, chez les participants à la caisse locale de l'alimentation. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est entre l'avant et la fin de l'expérimentation, une augmentation du budget alimentaire moyen par mois, qui passe de 334 € à 437 €. Alors, vous pouvez dire, oui, mais il y a de l'inflation, donc nanani, nanana. Enfin, l'inflation peut pas expliquer à elle seule l'élévation du budget. Donc, vous voyez, il y a une élévation de plus de 100 € par mois, donc de plus de 30% du budget alimentaire. Donc, ça veut dire qu'on est capable, quand on vous sanctuarise un budget alimentaire tel que dans une caisse de l'alimentation, on est capable de consacrer plus d'argent à son alimentation. C'est un petit peu évident, mais c'est quand même un résultat là qui est objectivé, et puis on peut en objectiver l'ampleur. C'est une moyenne, 437 € évidemment. Ce qu'on voit aussi, c'est donc une amélioration globale du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on avait des questions dans notre enquête sur les difficultés financières. Est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Est-ce que vous pouvez faire face à une dépense imprévue? Est-ce que vous avez des difficultés en fin de mois, etc., etc. Ce qu'on voit entre le début, enfin, l'avant et la fin de l'expérimentation, c'est qu'il y a une amélioration de la situation financière globale des ménages participants. Ça aussi, c'est un petit peu évident, c'était attendu, mais donc là, on peut le prouver. En revanche, ce qu'on voit, c'est que même avec un budget alimentaire plus élevé, il est difficile de modifier ces logiques d'achat. Parce que, notamment, les points de vente qui sont conventionnés, ce n'est pas n'importe quel point de vente. Il n'y a aucun point de vente de la grande distribution au sens des grands groupes privés qu'on connaît bien en France. Donc, je ne vais pas les nommer ici, mais enfin, vous connaissez ça. Il n'y a pas de supermarché ou d'hypermarché de la grande distribution qui sont conventionnés. Ce qui se rapproche le plus du modèle du supermarché dans notre expérimentation, c'est des supermarchés coopératifs. Enfin voilà, sinon c'est très souvent soit des commerces indépendants, soit des agriculteurs qui font de la vente directe, soit encore des épiceries sociales et solidaires. Ça, c'est les profils dominants dans l'expérimentation. Ce qu'on voit aussi, c'est une augmentation du prix moyen des items, c'est-à-dire des produits alimentaires qui sont achetés. Alors ça, on peut le voir parce qu'on avait demandé aux gens qui participaient à l'expérimentation un petit exercice un petit peu fastidieux, qui était de relever pendant 15 jours consécutifs l'ensemble des produits alimentaires qui constituaient leur approvisionnement, voilà, sur une période de 15 jours, enfin voilà, et donc de noter notamment le type de produit, la quantité et le prix. Donc ce qu'on voit, c'est aussi une élévation du prix moyen de chaque item alimentaire, donc qui passe de 3,35 € à 4,23 €, donc une augmentation de à peu près 90 centimes par produit. On pourra revenir, si vous voulez, dans les questions au pourquoi de cette augmentation du prix moyen de chaque produit alimentaire dans le cadre de l'expérimentation. Et donc, ce qui fait que, comme ce n'est pas n'importe quel magasin qui sont conventionnés dans l'expérimentation, vous avez des gens, quand ils n'ont pas l'habitude d'aller dans ces commerces-là, qui sont un petit peu désorientés
voire parfois un petit peu mal à l'aise. Ils ne retrouvent pas les produits qu'ils ont l'habitude d'acheter, ils se retrouvent pas, ils perdent leur repère de prix. Et puis, parfois, c'est des magasins où on a un petit peu peur de rentrer, où voilà, on n'est pas familier, ou parfois c'est simplement parce que ça oblige à faire un détour dans ses mobilités quotidiennes. Donc, il y a tout un ensemble de petites difficultés comme ça qui font que c'est pas simple pour les gens de changer leur mode d'approvisionnement alimentaire, alors que c'est l'objectif de l'expérimentation. Ce qu'on voit toujours dans les effets sur l'accès à l'alimentation, c'est une diminution de l'insécurité ou de la précarité alimentaire. Et cette diminution, elle est très, 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 très forte. Donc ça, c'est quand même un effet assez majeur de ce dispositif de caisse locale de l'alimentation, c'est que vous avez une diminution de l'insécurité alimentaire. C'est-à-dire que les individus, les ménages dont l'accès à l'alimentation est ordinairement le moins assuré, le moins sécurisé, eh bien là, ils accèdent à quelque chose qui est beaucoup plus confortable, beaucoup plus sécurisé. Et donc, vous avez une diminution, si vous regardez là dans le petit graphique qui est à droite, la barre jaune moutarde et puis la barre verte, ces deux barres-là, enfin ces deux doses-là, si vous voulez, elles diminuent très fortement au profit de la barre orange, celle qui est la plus celle qui part du bas, qui est la situation où vous n'avez pas de difficulté d'accès à l'alimentation. Donc, à la fin de l'expérimentation, vous avez 75% des gens qui vous disent, moi, j'ai aucun problème d'accès à l'alimentation, alors que c'était simplement 42% au début de l'expérimentation. Alors, je fais une petite précision. 43% des gens qui, au début de l'expérimentation, vous disent, moi, j'ai quand même des difficultés à choisir mes aliments, je mange à ma faim, mais pas toujours ce que je voudrais. C'est quand même beaucoup par rapport à la population française. C'est lié au fait notamment qu'on avait suréchantillonné les ménages précaires dans l'expérimentation. Je pourrais y revenir si vous voulez, si vous avez des questions. Donc, vous avez une diminution globale de l'insécurité alimentaire dans le cadre de l'expérimentation. Et en même temps, vous avez une transformation du panier alimentaire qui est réelle, qui est notable, mais qui n'est pas drastique. Alors, ce qu'on voit, c'est une montée en gamme. Là, je ne l'ai pas dans le graphique que je vous propose, mais on avait une question sur la fréquence d'achat de produits bio. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les gens qui disent acheter régulièrement des produits bio, la part de ces gens-là dans notre échantillon augmente assez fortement. J'ai plus le chiffre en tête, mais là, il faut me croire. La part des gens qui disent acheter au moins une fois par semaine des produits bio augmente très très fortement. Et donc ça, c'est aussi un effet du dispositif, c'est la montée en qualité. Si on prend le bio comme un indicateur de la qualité des produits, c'est la montée en qualité de l'alimentation. En revanche, si on s'intéresse à la composition du panier alimentaire et la distribution, notamment entre différentes familles d'aliments, on voit des changements, mais ce n'est pas une révolution dans l'alimentation des gens. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Les gens, ils sont prêts à changer, à faire évoluer leur alimentation, mais ils ne vont pas la changer du tout au tout. Si vous regardez là le graphique qui doit apparaître normalement, vous voyez bien hein, ce que je présente? Oui, Les oui, on voit très diapositives bien. défilent? Oui, Ouais, 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 ok. oui, oui. Donc, merci. Ce qu'on voit par exemple, c'est une diminution de la part des snacks, des plats pré-préparés. Hein, on dit souvent que c'est comment dire, une des maladies de l'alimentation dans un contexte d'abondance. C'est la part de l'alimentation des aliments trop transformés, gras, salés, sucrés, etc. On voit que avant le début de l'expérimentation, ça représentait 10% en poids, hein, en volume des aliments consommés par nos ménages. Là, ça passe à 5%, donc c'est une diminution quasiment de moitié. Et à l'inverse, on voit une augmentation de la part des fruits et légumes frais, des féculents, et une diminution de la viande ou encore des produits sucrés. Donc, si vous voulez, quand même, vous avez une logique du conventionnement qui est guidée par la norme implicite ou explicite d'ailleurs de l'alimentation saine et durable, et on tend un petit peu à évoluer vers ça, mais vous voyez, vous n'avez pas une diminution de la viande par 50%, vous n'avez pas une diminution de 50% des produits sucrés, enfin, vous voyez, donc c'est pas non plus une révolution dans l'assiette, c'est une évolution qui est graduelle et qui est quand même très accompagnée. Ah, diapositive. Voilà, la diapositive
Voilà, qui fonctionne à nouveau. Si je passe maintenant de la composition du panier alimentaire au lieu d'approvisionnement, là, vous voyez une évolution qui est majeure. Et ça, c'est très cohérent avec le profil des magasins qui étaient conventionnés. Donc, je l'ai dit, hein, il n'y avait pas de super et d'hypermarchés conventionnés. En revanche, les gens, ils gardaient évidemment toute l'attitude dans leur approvisionnement alimentaire hors Mona. Quand ils utilisaient des Mona, ils étaient obligés d'aller dans des magasins ou des lieux de vente conventionnés. En revanche, pour tout ce qui était hors Mona, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Oui, oui. Quelqu'un voulait intervenir? Ah, je Non, je crois continue. pas. Ah, d'accord. Euh, Ah oui, en fait, j'ai un écho. Il doit y avoir quelqu'un qui a laissé son micro ouvert Oui, et c'est ce je que l'entends en retour. Donc, si vous pouvez couper le micro, ah merci. c'est bon. Et donc, ce qu'on voit là, dans le graphique qui est de couleur verte à droite de la diapositive, c'est une diminution très forte de la part des super et hypermarchés dans les approvisionnements alimentaires des participants. Et donc, ça, c'est assez logique. Et une montée des épiceries, finalement, des épiceries, donc implicitement de l'épicerie sociale et solidaire, dans les approvisionnements des participants, et puis une stabilité donc de deux formes qui sont les commerces indépendants et puis les marchés de plein vent. Donc c'est diminution quand même, hein, là ce qui est très notable, diminution du format super hypermarché, enfin de ce qu'on appelle les grandes surfaces dans les modes d'approvisionnement. Donc ça, pareil, c'était quelque chose de très attendu, mais là on peut le vérifier, l'objectiver, en mesurer l'ampleur et la distribution entre différents types de points de vente. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce que ça montre aussi, c'est que donc les gens sont prêts à évoluer, mais pas à n'importe quelle condition. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard dans ma présentation, mais là pareil, on ne peut pas demander aux gens de révolutionner complètement leur mode d'approvisionnement. Et donc vous voyez pas, par exemple, une multiplication par deux des formes d'approvisionnement sur des marchés ou directement auprès d'indépendants parce qu'il y a un coût à la fois cognitif et puis en termes de temps et d'énergie, ou voire même économique, hein, si on prend la voiture. Il y a un coût à multiplier, à fractionner ces formes d'approvisionnement alimentaire. Et donc ça, il faut l'avoir en tête quand on veut faire évoluer les conditions d'accès à l'alimentation. On pourra y revenir dans l'échange si vous voulez. Maintenant, je vais terminer cette présentation pour pas être trop long. Ça fait combien de temps là que je parle? Ça fait 19 minutes, je crois. Oui, c'est bon, tu peux. Ouais. T'as encore 10 minutes, Bon, facile. je vais essayer de terminer en 5 minutes. Donc, je vous ai parlé de la sélection des points de vente, hein. Donc, je vous l'ai dit, il y a eu à peu près 48 points de vente qui ont été sélectionnés, ce qui fait une moyenne de 12 points de vente par territoire, avec peut-être un peu plus dans le sud Gironde. Ce qu'on voit, donc, c'est des points de vente qui ont un profil très particulier. Donc, il n'y a pas de super et d'hypermarché de la grande distribution. Il y a principalement, enfin les plus nombreux, c'est des agriculteurs qui font de la vente directe. Il y a des indépendants, donc du commerce artisanal, mais c'est des petits indépendants, des épiceries sociales et solidaires. Et enfin, voilà, ce qui se rapproche le plus en termes de format de la grande distribution, c'est les supermarchés coopératifs. Donc, il y en avait deux comme ça. Et puis, il y avait quand même deux supermarchés, alors qui étaient à statut coopératif, mais c'était quand même des structures à but lucratif. Donc, je ne vais pas les nommer, mais des supermarchés d'une enseigne de distribution spécialisée dans la vente de produits bio. Voilà. Donc tous ces points de vente, ils ont été sélectionnés. Il y a eu un appel à manifestation d'intérêt. Ils ont été sélectionnés et donc on a vérifié. Et ça a été fait par chacun des groupes locaux, de ce qu'on a appelé les caisses locales de l'alimentation. On a vérifié que ces points de vente, ils répondaient aux critères de la charte de conventionnement qui avait été élaborée en amont, donc en 2023, en amont du démarrage de l'expérimentation. Donc notamment le fait qu'on respecte le droit du travail, des bonnes conditions de travail, des rapports économiques équilibrés avec les fournisseurs,
qu'on privilégie une agriculture respectueuse de l'environnement, et puis des conditions d'accessibilité et d'inclusivité. Donc il y avait 5 critères comme ça. Et puis ensuite, il y avait des critères sur les produits conventionnés, ce qui fait que dans chacun des points de vente, vous n'aviez pas forcément accès avec les MONA à l'ensemble des produits proposés dans le point de vente. Je l'ai dit, hein, mais par exemple, si on prend le cas d'un supermarché coopératif, vous ne pouviez pas acheter en principe de l'alcool, des produits ultra transformés, comme je sais pas moi, des céréales pour le petit déjeuner ou des barres chocolatées, ça vous ne pouviez pas l'acheter avec vos MONA, même si le point de vente était conventionné. Ce qui ressort de quand même du profil de tout ça, c'est que très souvent, ça s'appuie de manière latente sur des réseaux préexistants d'interconnaissance entre notamment les animatrices des caisses qui font partie de cet univers hein, finalement de l'économie sociale et solidaire les magasins, et puis c'était très souvent des gens, et d'ailleurs des femmes, on pourra y revenir dans la discussion si vous le souhaitez, qui étaient elles-mêmes, de ce fait, dans une logique de reconversion personnelle et de transformation personnelle. Donc c'était très souvent des logiques de bifurcation professionnelle, voilà, de changer de vie, etc., etc. Je ne vais pas développer là-dessus, mais donc il faut vraiment avoir en tête que c'est pas n'importe quel profil qui sont sélectionnés, pas n'importe quel profil de point de vente, qui sont sélectionnés dans l'expérimentation. Et ce qui fait que ça peut introduire quand même une distorsion entre les habitudes culturelles des participants et ce qui est proposé comme offre alimentaire. Et donc ça, c'est vraiment un enjeu à avoir en tête si notamment vous voulez monter une expérimentation locale de SSA, c'est que il y a vraiment une inertie des habitudes alimentaires, hein, en fait, et donc des habitudes d'approvisionnement alimentaire, et vous ne pouvez pas imposer n'importe quel format de point de vente à vos participants. Donc il y a un équilibre à trouver entre votre intention, votre objectif de transformation des filières agroalimentaires, ce qui est un objectif tout à fait légitime et qui fait partie des objectifs explicites de la sécurité sociale de l'alimentation, et puis ce que sont prêts à faire des citoyens, des participants en termes de comment je vais m'approvisionner, comment je vais faire mes courses. Donc ça, c'est vraiment une tension qui n'est pas simple à gérer, et enfin voilà, on pourra y revenir si vous voulez dans la discussion. Je vais terminer maintenant sur les effets du dispositif, donc non pas sur les participants citoyens, mais sur les points de vente sélectionnés. Ce qu'on voit, c'est que dans chacun des territoires de l'expérimentation, vous avez un ou deux points de vente qui vont canaliser, capter la majeure partie des dépenses réalisées en MONA. Et donc ça, c'est conforme avec ce que je vous disais sur ce que sont prêts à faire les citoyens en termes de changement de pratique. Ils ne sont pas prêts à changer du tout au tout, du jour au lendemain, leur pratique d'approvisionnement. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dirigés prioritairement, principalement, vers des magasins, vers des lieux de vente qui ressemblent à ceux dont ils ou elles avaient l'habitude. Et comme la culture dominante en France aujourd'hui, c'est la culture du supermarché, c'est la culture de la grande distribution, où est-ce qu'ils, elles, sont allés? C'est vers des points de vente qui se rapprochent de ça, et donc vers cette culture du tout sous un même toit. Donc ça, il faut le savoir, hein. Vous pouvez mettre en place une AMAP, vous pouvez conventionner un agriculteur indépendant qui fait de la vente à la ferme. Ça ne veut pas dire que les participantes seront prêtes à faire 20-30 km en plus pour acheter du fromage ou des légumes frais. Donc ça, il faut l'avoir en tête quand vous concevez une expérimentation locale de SSA. Les gens, quand ils vont faire leurs courses, ils vont privilégier quelque chose qui se rapproche de leurs habitudes d'approvisionnement et donc de la culture du supermarché. Donc vous avez des vrais changements, mais ils sont limités, et donc vous avez un effet quand même assez important pour certains professionnels, avec parfois une augmentation du pouvoir d'achat, enfin pardon, du chiffre d'affaires qui est assez net, mais quand même sur un ensemble de points de vente qui est limité et pas, c'est pas réparti de manière égale sur l'ensemble des 48 points de vente qui ont été sélectionnés, qui ont été conventionnés. Et donc vous le voyez là dans le graphique, les flux de transactions, les flux de MONA et donc les flux en euros sont allés principalement vers des magasins diversifiés, avec une exception qui est très intéressante, qui est celle du pays foyen, où là vous voyez que la production agricole, donc la barre beige,
a bien fonctionné. Pourquoi? Parce que c'était un marché de plein vent et donc il y avait un regroupement dans un même lieu, dans un même espace-temps de plusieurs producteurs agricoles indépendants. Et donc je pense que ça, c'est un enseignement très intéressant. Si on veut valoriser de la vente directe à la ferme, eh ben, il faut quand même trouver une modalité qui convienne aussi aux habitudes des participantes et participants. Voilà, je m'arrête ici pour ne pas être trop long. Et donc, bah, j'ai quand même jeté quelques fils pour entamer la discussion, mais évidemment, il faut avoir des questions différentes. Merci beaucoup, Antoine. Peut-être il y avait une ou deux questions dans le chat, notamment sur l'augmentation de la consommation de produits bio. Il y avait une question pour savoir si c'était l'effet du conventionnement ou une volonté autonome des participants d'aller vers le bio. Est-ce que ça fait partie des questions que vous avez posées aux participants? Est-ce que vous avez analysé en fait quel était le déterminant de l'augmentation de la consommation de produits bio? Alors, je pense que là, j'ai pas en tête quelque chose qui me permettrait de le quantifier, mais très clairement, on avait deux profils de participants, notamment parmi les plus précaires, j'ai envie de dire. Donc, il y avait des gens qui s'alimentaient déjà comme ça. Donc, eux, en fait, ils ont maintenu leur forme d'approvisionnement. Il y avait des gens, c'est-à-dire, ils s'alimentaient déjà comme ça, c'est-à-dire qu'ils allaient déjà faire leurs courses dans les lieux qui ont été conventionnés. Ils les connaissaient déjà, ils les pratiquaient déjà, donc ils avaient déjà une alimentation qui était un petit peu dans la norme de ce qui a été promu par l'expérimentation. Donc eux, si vous voulez, ils n'ont pas vraiment changé leur alimentation, ils ont peut-être juste renforcé des logiques qui étaient déjà existantes chez eux. Donc ce qui est le plus intéressant, c'est d'aller voir les gens qui ne s'alimentaient pas comme ça, entre guillemets, avant l'expérimentation. Et là, vous avez clairement deux profils, et donc c'est surtout, enfin, notamment chez les profils les plus précaires d'un point de vue économique. Il y en avait chez qui ça correspondait à une attente préexistantes, mais qui ne pouvaient pas être satisfaites. Et donc, elles, ont été très heureux, très heureuses dans l'expérimentation parce qu'ils avaient enfin la possibilité matérielle et économique de s'approvisionner, de consommer conformément à leurs attentes. Donc, vous avez ce profil-là. Et à l'inverse, vous avez un profil de gens précaires eux aussi, qui n'ont pas du tout cette culture-là, du bio, du magasin indépendant, de l'alimentation saine et durable, de il ne faut pas manger de produits trop transformés, enfin vous voyez toutes ces choses-là, et qui, elles, se sont plutôt retrouvées à consommer plus souvent bio ou ce type d'aliments, mais je dirais plus par la force des choses, plus de manière mécanique, du fait du profil de l'offre conventionnée. Ok, merci beaucoup. On a une question, j'arrive pas vraiment à la décrypter, mais une question relative au MONA. C'est Nagui Turpin qui l'a posée en se demandant si c'était une question qui est posée collectivement, l'accaparement des MONA par ces magasins. Voilà, je comprends pas bien le sens. Si vous voulez peut-être Alors, préciser votre question. sous réserve, moi je crois que je comprends la question, c'est-à-dire Ok, est-ce qu'on en merci. débat collectivement du fait que vous avez 50 magasins conventionnés et il y en a 4 ou 6 qui tirent un peu plus leur épingle du jeu? Oui, effectivement, c'est un sujet de réflexion, enfin, ne serait-ce que pour nous, parce que les personnes qui organisons la caisse, bah, on se confronte à ce constat-là, et ça pose la question plus générale de quel est le bon format pour une expérimentation ou pour une caisse locale de l'alimentation. De combien de magasins vous avez besoin, de quelle diversité de lieux d'approvisionnement vous avez besoin, etc., etc. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la très, 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 très grande majorité des lieux conventionnés, même s'ils n'en ont pas tiré un bénéfice direct, se déclarent très satisfaits de l'expérimentation. Donc ça, c'est surprenant, parce que si vous regardez les chiffres, vous pourrez dire qu'il y a des gagnants, et puis donc pas des perdants, mais en tout cas des gens pour qui c'est quand même un peu neutre. Je pense qu'il y a juste un magasin qui s'est retiré de l'expérimentation, mais c'était parce que géographiquement, il était un peu décalé, et donc en fait, il n'y a pas grand monde qui est venu faire ses courses chez lui. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand je dis il y a quelques magasins qui captent la plupart des flux, il faut voir aussi que tous les magasins n'ont pas la même offre. C'est-à-dire que bah, forcément, un boulanger,
qui n'a que du pain à vendre, il ne va pas pouvoir, par définition, faire un supplément de chiffre d'affaires qui sera du même ordre qu'un magasin diversifié qui vend à peu près toute la gamme alimentaire possible. Donc il faut quand même pondérer le résultat que je vous ai donné par le type d'offre alimentaire qui est proposé. La question, là où ça pose un problème qui peut être débattu collectivement et je dirais même politiquement, c'est-à-dire qu'il faut voir le profil des magasins qui captent la plupart des flux ou pour qui ça représente vraiment un surcroît en termes de chiffre d'affaires ou de nouveaux clients enfin voilà, hein. Et le débat qui a lieu, c'est est-ce que c'est acceptable que ça aille vers des structures lucratives? Et donc ça pose la question enfin, en gros, qu'est-ce que vous cherchez à promouvoir comme type de système alimentaire, comme type d'offre alimentaire, d'un point de vue vraiment économique, là, hein, quand vous faites une caisse locale de l'alimentation ou quand vous vous projetez à une SSA au niveau national. Est-ce que vous cherchez à démarchandiser complètement l'alimentation, auquel cas il ne faut pas que ça aille vers des structures à but lucratif, ou est-ce que vous cherchez en fait simplement à faire de l'amélioration de l'accès à l'alimentation? Ok. Sachant qu'en plus, tout ça, c'est contraint par la culture du supermarché en termes de mode d'approvisionnement. Voilà. Ok. Voilà ma réponse. Merci beaucoup, Antoine. Il y a pas mal de questions en fait qui sont posées au fil de l'eau. Il y a la question du genre en fait, de savoir si dans votre étude vous avez intégré la question du genre dans l'analyse, avec un présupposé que les femmes s'occupent majoritairement des approvisionnements alimentaires pour la famille. Est-ce que c'est une question que vous avez traitée? Excellente question. Alors, ça faisait partie de nos hypothèses de départ, mais ça s'est imposé à nous à un niveau qu'on n'imaginait pas. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, c'est cette problématique du genre, elle se pose à tous les niveaux de l'expérimentation. Évidemment, dans le profil des participantes et participants qui sont majoritairement des femmes. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on la retrouve aussi au niveau de l'animation des caisses. Et je pense que c'est pas complètement anodin que les élus, les personnels des collectivités locales, les personnels animateurs, animatrices des caisses soient majoritairement des femmes. Je pense qu'on le voit aujourd'hui, enfin, à part moi. Et aussi dans le profil des professionnels conventionnés. Alors que l'agroalimentaire, c'est quand même un secteur de l'économie qui reste avec un profil très masculin. Là, les professionnels conventionnés sont très majoritairement des femmes. Et ça aussi, c'est très frappant. Mais je vais commencer quand même par les participantes et participants, parce que c'était quand même le cœur de l'expérimentation. Donc, vous avez des ménages qui sont inscrits à la caisse, mais en fait, il y a un individu au sein de chaque ménage qui représente le ménage. Donc, en fait, vous avez théoriquement X personnes par ménage, mais en fait, vous avez une personne qui va vraiment s'occuper de la mona, qui va s'occuper d'aller à des réunions, qui va représenter le ménage, entre guillemets, au sein de l'expérimentation, qui va inscrire le ménage à l'expérimentation. Et ça, c'est majoritairement, ultra majoritairement des femmes. C'est pas une surprise, parce que ça renvoie à un découpage, à une division du travail social au sein du ménage qui est très genré. C'est majoritairement les femmes qui, ordinairement, s'occupent de l'alimentation. Et donc là, pas de surprise, on retrouve les femmes. Et donc ça pose une question sur vraiment l'ambivalence de ce qu'on promeut à travers la SSA. On dit ah bah oui, c'est pour lutter contre les inégalités sociales d'accès à l'alimentation, c'est pour transformer les systèmes alimentaires, pour les écologiser, etc., etc. Mais est-ce que paradoxalement, on ne renforce pas des inégalités de genre dans la distribution des tâches ménagères? C'est aussi simple que ça. Et nous, on en est venu à se poser une question qu'on ne se posait pas au début de l'expérimentation d'un point de vue plus théorique ou scientifique, et puis aussi politique, c'est est-ce que avec la MONA et avec ce budget alimentaire sanctuarisé, est-ce qu'on n'a pas recréé une forme de salaire féminin? Et est-ce que ça c'est une forme d'émancipation ou est-ce que ça c'est une forme d'enfermement des femmes dans des tâches
dans une distribution du travail assez conservatrice et patriarcale, pour utiliser le mot. Donc ça, c'est un vrai sujet de réflexion pour nous, et c'est au cœur de la thèse de Louise Dolio, donc de la thèse financée notamment par la ville de Bordeaux, que je remercie à nouveau pour ce... Mhm. Voilà. Donc peut-être qu'on aura des éléments plus précis sur ce que ça donne quand Louise aura terminé sa thèse et qu'on mettra probablement en consultation son rapport. Une question aussi sur la Mona, savoir si son utilisation n'a pas créé un biais par rapport à l'usage de la gemme, qui est la monnaie locale. Alors, je ne sais pas si la personne qui a posé cette question veut l'apporter, ou Antoine, est-ce que c'est un élément que vous avez travaillé Alors, ça fait partie des choses dont on a discuté en amont en amont? de l'expérimentation, savoir quel outil de transaction on va utiliser. Est-ce qu'on utilise quelque chose du type un peu chèque entreprise? Enfin, vous voyez, enfin voilà, on s'est posé cette question-là. Est-ce qu'on utilise la monnaie locale ou encore autre chose? Alors, donc, on s'est posé la question de la monnaie locale, mais on n'a pas utilisé la monnaie locale, donc qui est la gemme en Gironde. Pourquoi? Parce que la monnaie locale, ça va de pair avec un réseau commercial préexistant. Donc c'était contradictoire avec notre logique à nous, qui était celle de conventionner de manière autonome un certain nombre de points de vente, puisqu'en fait, si vous utilisez la monnaie locale, vous utilisez, enfin, vous allez enfin, la monnaie locale, elle a sa propre logique de conventionnement d'un circuit commercial, enfin voilà. Donc ça entré en contradiction, donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait le choix de la monnaie locale. Par ailleurs, il y avait cette dimension culturelle qui est, enfin, ça renvoie aussi à la culture du supermarché. C'est les gens, ils ont l'habitude de la carte bleue, des euros, enfin voilà. Donc si vous les basculiez d'emblée vers la monnaie locale, ça crée aussi une espèce de dissonance à la fois cognitive et culturelle qui aurait pu être compliquée à gérer. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris, enfin, on a repris le système de l'expérimentation montpelliéraine, hein. Donc en fait, on utilise l'infrastructure informationnelle et computationnelle d'une monnaie locale, mais en fait, la Mona, c'est pas vraiment une monnaie, c'est juste une unité de compte. Et là où ça a pu créer une distorsion, c'est que on part de l'équivalence une monnaie égale 1 euro, donc on fait comme si c'était la même chose, mais peut-être que pour les gens, c'était pas tout à fait la même chose, parce que justement, vous n'avez pas cette liberté d'usage que vous autorise la monnaie courante, qui est l'euro. Donc, est-ce qu'une monnaie, ça vaut vraiment 1 euro? Ça, c'est aussi une question scientifique. J'ai peut-être aussi rajouter à ça que, en fait, le choix de la Mona, enfin, un des arguments était aussi le fait que si jamais on avait fonctionné en euros, la dotation mensuelle qui pouvait, pour les familles nombreuses, être très importante, venait parfois aller emmener en fait certains foyers à sortir des critères qui leur permettaient de bénéficier des minima sociaux, et donc avoir un impact du coup, enfin, qui venait un petit peu à l'encontre de ce qu'on souhaitait proposer à ces participants en libérant un budget pour l'alimentation. Donc, il y avait aussi toute cette question de peut-on vraiment travailler avec des euros, parce que ça vient en fait redimensionner les revenus mensuels des personnes. Euh, des questions sur les relations entre les volontaires, savoir s'il y a des relations qui se sont tissées entre les participants, et si cela a pu conduire à une acculturation sur les pratiques d'achat et les pratiques alimentaires. Alors, peut-être en premier élément de réponse, j'ai envie de dire que oui, c'est évident que des relations se sont tissées entre les volontaires, qui se réunissent à minima une fois par mois, et qui ont, pour certains, comme l'a évoqué Antoine, ont eu tout un vécu, puisque 40 d'entre eux ont participé à toute la phase de prototypage, donc sont engagés depuis plusieurs années maintenant dans la démarche, et aujourd'hui se connaissent extrêmement bien. Donc de l'échange formel, il y en a, mais de l'échange informel, bien évidemment aussi. Il y a quelques participants qui sont là aussi connectés, j'ai vu. Si certains d'entre eux veulent participer, veulent compléter là-dessus, n'hésitez pas.
Est-ce qu'il y a certains qui veulent témoigner? Bonjour, c'est Bonjour. Nathalie. Ah, Nathalie. Bonjour, Nathalie. Ouais, Est-ce moi je veux que... bien. Vas-y. Effectivement, oui, il y a des liens qui se sont créés. C'est vraiment l'apport du projet. Je pense que tout le monde, on est tous hyper contents d'avoir l'occasion de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés sinon, quoi. D'autres milieux, d'autres lieux. Ça, c'est vraiment super, ouais. Et j'en profite pour dire aussi un autre petit truc qui me tient à cœur, c'est par rapport aux territoires choisis. On a parlé des territoires ruraux. Et pour les territoires urbains, à Bordeaux, c'est deux quartiers, je ne sais pas comment vous les définissez, mais plutôt des quartiers sensibles, quoi. Et moi, ça me tient à cœur, je suis dans un de ces quartiers-là, et pour moi, c'était vraiment un des aspects aussi importants du projet, parce que c'est souvent des quartiers où les gens, enfin, le quartier est stigmatisé, les gens qui y habitent sont stigmatisés, et c'est hyper valorisant de participer à un projet comme ça. Et il y a plein de trucs qui se font autour de l'alimentation dans ces quartiers, mais qui sont pas du tout, en général, valorisés, ou qui n'ont pas du tout de reconnaissance. Et avec des projets comme ça, c'était super valorisant. Et aussi le fait de travailler avec la recherche, bien sûr, avec les chercheurs, ça c'était hyper intéressant. Les échanges aussi sont hyper intéressants, ouais. Entre les gens, enfin, c'est un collectif, quoi, du coup, qui s'est créé vraiment. Donc c'est à la fois entre les participants, mais entre les gens qui animent. L'asso Acclimataction, ils ont des méthodes d'animation, mais vraiment, mais génial, quoi. Enfin, on apprend, c'est hyper intéressant, hein. Sur le fond, évidemment, de participer à ce projet, mais aussi sur la forme, quoi. Les techniques d'animation, c'est vraiment, il y a vraiment aussi, on n'en a pas trop parlé, mais tout le côté aussi éducation populaire, quoi, dans ce projet. Mais on a tous, appris, mais des trucs, mais incroyables, quoi. Comme tu dis, Antoine le disait un peu en expliquant un peu au début, là, réexpliquer tout ce que c'est la sécurité sociale et tout ça, de 1946. Ça y est, moi j'ai appris des milliards de trucs, quoi, sur la Sécu de 46, réseau salariat, tous ces gens-là. Et on est monté, voilà, en compétence sur l'alimentation, le système agroalimentaire, la sécu, les services publics, et aussi sur la forme, quoi, de comment on anime, comment respecter la parole de chacun, faire parler, que chacun puisse s'exprimer, voter ensemble, trouver un consensus à 60 personnes, des trucs de dingue, quoi. Vraiment, tout ça, ça apporte énormément, ouais. Merci beaucoup, Nathalie, pour ce témoignage. Et c'est vrai que c'est un des... peut-être qu'on n'est pas beaucoup revenu dessus, mais tout le volet, effectivement, en connaissance de cause, c'est comme ça que c'est présenté aussi sur le modèle de la sécurité sociale de l'alimentation. Et comme l'évoque Nathalie, toute la démarche d'éducation populaire qui a été très vivante aussi en préparation de l'expérimentation et pendant l'expérimentation, c'est aussi, je dirais, un des leviers de réussite indispensables pour le bon fonctionnement de l'expérimentation. Et c'est vrai que la mobilisation de l'association Acclimataction, qui a des relais associatifs qui sont en support d'animation dans chacune des caisses locales, c'est aussi un volet indispensable et à ne pas sous-estimer, j'ai envie de dire, dans les démarches d'expérimentation de SSA, parce que l'accompagnement et l'animation, en tout cas pour nous localement, ont grandement participé à la réussite de l'expérimentation. Alors, d'autres questions. Combien de personnes sont actives dans le comité citoyen? Est-ce que ce chiffre se maintient? Alors, en réalité, tous les participants sont invités à participer non seulement aux caisses locales, mais aussi aux caisses communes, qui sont des rendez-vous plus espacés et qui viennent concerner l'ensemble des caisses. Voilà, il n'y a pas de représentant d'eux, même si on l'a pas, je sais plus si on l'a précisé, il y a quand même un panel de 40 participants qui ont euh, contribué avant la mise en œuvre de l'expérimentation à son prototypage, c'est-à-dire qui ont dessiné les contours de l'expérimentation, qui ont écrit la charte de conventionnement, et là, c'était un panel de 40 d'entre eux.
Antoine, est-ce que la dynamique se maintient sur la durée de l'expérimentation, la dynamique de participation? Alors oui, très honnêtement, j'ai pas les chiffres en tête, mais oui, elle se maintient. Après, faut être honnête, hein, il y a une difficulté à mobiliser tout le monde et à mobiliser tous les profils. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, dans la durée, il va y avoir souvent un noyau dur qui va se détacher de gens qui participent plus régulièrement, etc. Et donc ça, c'est pas simple à gérer. Et il y a des gens dont la participation va se limiter à la cotisation et à l'utilisation de l'allocation. Enfin, ce qui est déjà une forme de participation, hein. Mais la participation aux réunions, maintenir cette dynamique collective, délibérative et de prise de décision, c'est un vrai enjeu. Et donc, c'est pour ça que à la fois la qualité du travail d'animation est très importante et aussi la conviction pour les gens qui participent que ce dont ils vont débattre, les décisions qu'ils vont prendre, elles seront réellement mises en œuvre. Si vous débattez pour débattre et que c'est purement pour avis et qu'après il y a d'autres instances qui prennent les vraies décisions, bah ça forcément c'est dissuasif pour la participation. Euh, je me permets de rebondir sur une remarque qui a été faite par Nathalie sur le profil des quartiers de Bordeaux qui ont été sélectionnés. Donc, c'est des quartiers qui sont politiques de priorité, enfin QPV comme on dit, hein. Donc c'est Oui. quartiers prioritaires politiques de la ville. Enfin voilà. Ça renvoie aussi à quelque chose, et je le dis pas du tout sur un ton critique, mais c'est pour comprendre aussi les difficultés qu'il y a dans la construction d'une expérimentation locale de SSA. Donc, vous voyez, vous avez des collectivités locales, enfin voilà, hein, que ce soit une ville, une métropole ou un département, qui ont des missions officielles qui sont très souvent orientées vers la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la précarité. Et ça fait partie de leur mission officielle. Donc c'est logique qu'une collectivité locale, elle cherche à agir en fonction de ce qu'est son mandat et ses propres contraintes institutionnelles. Et en même temps, vous avez une proposition de SSA qui dit, nous, on vise l'universalité. Et en fait, dans cette tension entre des politiques, un cadrage existant des politiques qui est de dire, vous allez lutter contre la pauvreté, ou même des guichets de financement qui ont cette mission-là, etc. Et puis de l'autre côté, une proposition citoyenne qui dit politique universelle, cotisation solidaire, etc., ou cotisation sociale, etc., etc. Et bien parfois, dans cette tension-là, il y a quelque chose qui est un peu compliqué à gérer, et je pense que là, il faut en discuter ouvertement entre les différentes parties prenantes, et qui se traduit par le fait que très souvent, l'expérimentation est perçue, y compris par les participants ou par les professionnels à qui on propose le conventionnement, comme une forme d'aide sociale améliorée. Et c'est très compliqué de sortir de cette ambiguïté-là. Et donc ça, je le dis notamment pour celles, ceux qui voudraient construire une expérimentation locale de SSA. Ayez ça en tête, que voilà, entre les intentions citoyennes, les contraintes institutionnelles, les missions officielles ou pas officielles, eh ben, il y a quelque chose qui est pas simple à gérer. Il faut en discuter vraiment ouvertement. Ok, merci beaucoup. Il y a une question sur l'évaluation côté santé et savoir si cette expérimentation a eu un impact. Il y a l'exemple du cholestérol et du diabète qui sont cités. Tu peux nous donner quelques éléments là-dessus? Alors, la santé, ça faisait pas partie des choses qu'on suivait pour la première année d'expérimentation, mais c'est dans la suite du suivi scientifique, c'est quelque chose qu'on veut faire, sachant que nous, bon, on n'est pas des épidémiologistes ou on travaille pas en santé publique, donc on va pas faire du suivi de cohorte comme on peut le faire avec les paramètres que vous évoquez, là, le cholestérol, le diabète, je sais pas moi, même la pression artérielle, enfin voilà. On va plutôt travailler sur la santé ressentie, le bien-être, etc. Sachant qu'il y a quand même toute une littérature qui montre que la santé ressentie est un bon proxy de la santé, entre guillemets, objective.
Bon, puis, outre l'aspect composition disciplinaire de l'équipe, il y a le fait qu'il y a des règles de plus en plus lourdes, de plus en plus strictes sur tout ce qui est données personnelles et données sensibles. Donc, évidemment, dès que vous êtes sur des données de santé, c'est des protocoles qui sont de plus en plus contrôlés. Donc, bon, enfin, voilà, il y a aussi ce genre de paramètres-là dont il faut tenir compte. Mais donc, c'est en train de devenir un des axes de la recherche. Et ça renvoie à quelque chose de plus large, c'est que en fait, ces expérimentations de SSA, elles sont en évolution permanente. Elles sont en évolution permanente entre elles, si on prend l'ensemble des expérimentations qui se mettent en place, parce que celles qui se montent actuellement, elles regardent ce qui a déjà été fait, et elles disent, bon, bah ça a déjà été fait, donc nous, on va essayer de faire un autre modèle. Donc il y a une côté, il y a il y a un aspect, non pas concurrence, mais émulation collective qui est hyper intéressant, et elles évoluent d'un point de vue interne, dans le temps. Donc nous, si vous voulez, on est sur une V2 ou même peut-être quasiment une V3 de notre caisse de l'alimentation. Et donc on essaie d'évoluer à la fois dans ce qu'on essaie de regarder d'un point de vue scientifique, mais aussi dans le modèle de la caisse et par exemple avec l'entrée des entreprises et des salariés dans la caisse. Ok, merci beaucoup. Alors, quels sont les leviers utilisés pour sortir de la perception d'aide sociale améliorée? Voilà. Est-ce que là, il y a... Tu aurais des éléments à apporter, même si juste en témoignage, c'est pas du tout le modèle, en tout cas, qui a été défendu et qui a été construit avec les participants. Pour autant, il y a cette perception-là, comme tu le disais, qui peut perdurer. Voilà. Après, il y a un gros travail et beaucoup de discussions, de débats sur le fond et la philosophie de ce projet-là au sein des caisses. Je ne sais pas si tu as d'autres éléments là-dessus, Antoine, à apporter. Non, mais effectivement, c'est pas simple parce que, comme tu l'as dit, Justine, c'est pas du tout le discours qui est porté par les gens qui sont dans la caisse, qui la portent depuis le début, que ce soit la base, l'agenda 21, Acclimatation ou ce qu'on voudra. Mais pourtant, il y a plein de choses qui vont nous ramener vers ça parce que, bah voilà, hein, c'est quelque chose de classique en sociologie. On a des cadres culturels et j'ai parlé de la culture du supermarché, mais il y a aussi une culture des Restos du Cœur. Dans l'imaginaire collectif, c'est hyper présent, hein. Tout le monde connaît la chanson des Restos du Cœur. Enfin voilà. Donc quand on parle accès à l'alimentation, politique d'accès à l'alimentation, les gens inconsciemment ils pensent à ça. Et donc c'est très difficile de voilà, montrer que c'est autre chose. Et ça se caractérise notamment par le fait que les ménages à haut revenu, c'est compliqué de les inclure dans le dispositif. Ou par exemple, certains professionnels, quand vous allez les solliciter pour les conventionner, ils vont vous dire ah bah non, parce que moi je fais des produits je fais du haut de gamme, donc c'est pas pour vous. Mm. Donc c'est tout un travail là-dessus, aussi bien donc de formation, enfin voilà, de pédagogie vis-à-vis des participants que vis-à-vis des professionnels qui sont Mm. conventionnés, de l'offre qu'on va proposer, et puis aussi, enfin vous voyez la terminologie. Il y a beaucoup de gens qui disent par simplification sécurité sociale alimentaire. Mm. Et à mon avis, dès que vous dites ça, inconsciemment, Mm. hop, vous tirez le truc vers aide alimentaire. Donc moi, je dis toujours, je corrige toujours, je dis non, De sécurité l'alimentation. sociale Mm. de l'alimentation. Et pour contrebalancer, il y a Nathalie donc, qui est participante, qui dit qu'elle ne le voit pas du tout comme un projet d'aide sociale, mais comme l'invention de nouvelles solidarités sociales et environnementales. Une question sur en fait sur savoir si les enseignements qui ont été tirés de l'expérimentation nous donnent des éléments sur j'ai envie de dire le passage à l'échelle ou la massification du dispositif. Est-ce qu'on a des billes pour savoir si à partir d'une expérimentation on pourrait élargir cette démarche à tout un territoire d'un point de vue technique, d'un point de vue opérationnel? Est-ce que ça nous a permis de se projeter à ce niveau-là? Euh, alors ça donne plein d'éléments, mais moi, c'est aussi pour ça que je milite pour la pérennisation des caisses, leur essaimage, leur extension, etc. Parce que en fait, ce qui fait que les choses sont possibles,
Si on regarde historiquement, hein, ce qui fait que la Sécu telle qu'on la connaît aujourd'hui a été possible, c'est parce qu'il y avait toute une expérience, un acquis de caisses de secours mutuels, de caisses patronales, enfin voilà, de mutualité sociale qui avait marché pendant des décennies, qui a fait que bon, bah, c'était une pratique qui avait déjà son existence. Et puis, quand on crée la Sécu, on embarque plein de caisses préexistantes dans un modèle commun. Après, donc, ça apporte quand même, ce qu'on a fait là sur un an, ça apporte quand même des connaissances. Ce qu'on voit par exemple sur la propension à cotiser. Aussi, une grosse difficulté, c'est que le modèle social de la sécurité sociale ou de l'assurance chômage ou de l'assurance vieillesse, etc., c'est fait pour couvrir un risque. C'est fait pour couvrir un risque. Et aussi, il y a autre chose, c'est qu'il y a un niveau de cotisation qui est différencié selon vos revenus, mais un niveau de bénéfice du système qui est aussi différencié selon vos revenus. Si vous êtes un cadre, vous cotisez plus pour l'assurance chômage, mais quand vous êtes au chômage, vous touchez plus que quelqu'un qui a un plus faible salaire. Et c'est ce qui fait que le système social français, il est accepté. Là, dans le cas de l'alimentation, on a une proposition qui est un petit peu différente. On ne couvre pas un risque et c'est pas du tout acquis, enfin, c'est même pas du tout la logique du système que vous touchiez plus si vous cotisez plus. Donc ça, c'est vraiment un enjeu dans la possibilité d'acceptabilité sociale du système. Donc ça, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment un enjeu de réflexion. Et donc, pour qu'un système comme ça puisse être accepté, il faudrait vraiment faire percevoir aux gens qu'ils en tirent un bénéfice, quelles que soient leurs conditions socio-économiques, qui dépasse celui du système existant, du système alimentaire existant. Et ça, c'est pas gagné d'avance. Mm. Là, sur le chat, vous avez une personne qui a posté le projet de loi qui a été débattu l'an dernier, mais qui n'a pas abouti. Pour autant, il y a beaucoup de mobilisation autour du portage d'un plaidoyer à l'échelle nationale, aux échelles locales, mais aussi à l'échelle nationale, pour venir continuer à partager cette idée, à la faire vivre, à la tester. Et rien que cet échange-là, j'ai envie de dire, en fait partie. C'est aussi comment on rend vivant ces démarches, ces expérimentations, comment on les expérimente, comment on les teste pour petit à petit, voilà, comme dit Antoine, pouvoir être opérationnel et engagé dans des démarches qui pourraient et être prêt si jamais un jour on arrive à une conjoncture qui nous permet de passer à l'échelle. Alors, je vois qu'il y a une question que j'avais loupée autour de la question des problèmes, entre guillemets, vécus par la sécurité sociale de la santé. Voilà, comment fait-on pour éviter ces types de problèmes que connaît aujourd'hui la sécurité sociale de la santé, comme les dépassements d'honoraires, le service public en difficulté, la surconsommation pharmaceutique, etc. Voilà, comment on se prémunit de ça? Et après, on prendra peut-être encore une ou deux questions et puis on s'arrêtera là. Je veux bien faire une amorce de réponse sur la question de la surconsommation parce que c'est Mm. une question que moi je me pose. Effectivement, hein, c'est quand même assez connu qu'en France, on est plutôt des gros consommateurs de médicaments et alors, je pense que ça dit quelque chose aussi d'un certain mal-être de la société française qu'on peut retrouver sur d'autres aspects comme la consommation de drogue, enfin donc voilà, ou la consommation d'antidépresseurs, enfin voilà, donc c'est pas que ça renvoie pas que au fonctionnement de la sécurité sociale, mais c'est vrai qu'en France, il y a un peu pour le patient, il n'y a pas de coût entièrement directement sensible du système de santé, puisque enfin, beaucoup de choses sont remboursées. Donc ça déréalise un petit peu le coût de se soigner pour le patient. Ce qui est bien, parce que ça veut dire que les gens, ils s'autorisent à se soigner et ils laissent pas passer des pathologies. Et enfin voilà, les choses qu'on voit par exemple aux États-Unis, où les cancers sont diagnostiqués beaucoup plus tardivement, enfin voilà, bon, des choses comme ça. Et en même temps, ça peut avoir un effet pervers, entre guillemets, de surconsommation, notamment de médicaments. Et ça peut avoir le même effet dans le cas de l'alimentation. Vous augmentez un budget alimentaire, bah, les gens ils vont consommer plus. Et donc, alors que vous partez d'une idée de
Le système alimentaire actuel, il fait peser un poids qui est beaucoup trop lourd d'un point de vue sanitaire et environnemental, avec potentiellement des dommages irréversibles causés à l'environnement par la pollution des cours d'eau, des sols, de l'air même, enfin, etc. Et là, objectivement, vous encouragez la consommation. Donc, voilà. Et en même temps, enfin, je veux dire, l'augmentation de consommation, elle est aussi pour des gens qui considèrent qu'ils ne mangent pas à leur faim. Donc, vous voyez que là, vous avez un espèce de dilemme, enfin, voilà, de deux intérêts qui ne sont pas simples à concilier entre une logique de sobriété d'ensemble d'un système alimentaire, et puis le côté, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim, et eux, ils ont des bonnes raisons de vouloir manger plus. Et comment est-ce qu'on peut faire ces deux choses-là sans encourager une augmentation globale de la consommation alimentaire, qui est déjà assez élevée en France, ni d'un point de vue économique, des logiques inflationnistes? Et ben ça, c'est un vrai enjeu. Et c'est un vrai enjeu pour la possibilité, ça renvoie à la question d'avant, d'une extension de la SSA. Merci beaucoup, Antoine. Peut-être, je ne sais pas si quelqu'un veut poser une dernière question. Sinon, il y en a une, même si on l'a déjà abordée, de la question en fait ça a sauté, qui était quel est le risque majeur visé par ce grand projet sociétal ou la santé? En fait, j'imagine par risque majeur et sous-entendu quels sont les objectifs généraux poursuivis par cette expérimentation, enfin par le projet SSA. Ils sont multiples et tu les as évoqués à plusieurs reprises. Je ne sais pas, je te laisse peut-être à nouveau les représenter, mais. Non, mais c'est important. Et Mm. ce qui est intéressant, c'est que la SSA, ça met autour de la table des acteurs du système alimentaire qui d'habitude se parlent pas. Donc, d'un côté, vous avez les mouvements de défense de la paysannerie, comme la Confédération paysanne, par exemple, qui, eux, d'habitude, se préoccupent pas tellement des questions d'environnement et de santé, qui s'intéressent plutôt à l'installation des paysans, à la garantie du revenu paysan, et qui voient un intérêt pour ça dans les SSA. De l'autre côté, vous avez des associations de lutte contre la précarité alimentaire, et encore de l'autre côté, vous avez des associations ou des organisations plus environnementales, et puis vous avez des collectivités locales, des collectifs citoyens, etc. Donc, la SSA, ça a ce mérite-là, c'est de faire converger des objectifs qui ne sont pas tout à fait les mêmes, et ça oblige des gens à se saisir de ça, alors que ce n'est pas leur cœur de métier habituellement. Donc moi, je vois différentes choses. Je vois la garantie du revenu agricole, donc il y a quand même un objectif économique là-dedans. Un objectif social, la lutte contre les inégalités d'accès à l'alimentation, et puis un objectif sanitaire et environnemental, de avoir une alimentation qui garantisse une bonne santé, et puis qui permette une écologisation de l'agriculture et de l'alimentation. Mais vous pouvez compléter ou nuancer ou critiquer ce que je viens de dire. Ok, ben toujours plein de questions ouvertes de toute façon hein, qui se posent sur cette expérimentation, enfin sur les expérimentations de manière générale de sécurité sociale de l'alimentation, puisqu'il y a encore des tonnes de choses à creuser, à tester, à vivre, etc. Je vous propose peut-être qu'on s'arrête là. Certains d'entre vous partagent des ressources dans la discussion. N'hésitez pas à continuer à les partager. Vous-même, alors peut-être Jennifer, je te laisse dire deux mots de conclusion sur les suites à donner, ce qu'on pourra vous transmettre. En tout cas, Antoine, vraiment un grand merci pour cette présentation très claire et ton regard analytique sur tout ce que vous avez pu travailler collectivement avec les autres chercheurs. C'était vraiment très, très riche. Jennifer, je te laisse la Oui. parole pour petit mot de conclusion. Oui, donc merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire et puis pour ces échanges riches. Donc pour poursuivre, donc nous allons vous renvoyer un mail avec le lien
lien du wiki de la base, où vous pourrez retrouver l'enregistrement de ce webinaire pour ceux qui n'ont pas pu arriver à temps ou voilà, qui ont loupé une partie. On vous mettra également le lien du wiki SSA, où vous pourrez avoir de nombreuses ressources sur l'expérimentation. Et puis également, vous pourrez trouver le rapport scientifique complet et aussi un autre rapport scientifique un peu plus condensé, un peu plus résumé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller, voilà, ça c'est le résumé. Et voilà, après, en fait, si vous avez d'autres questions qui viennent par la suite, on reste à disposition et voilà, pour vos retours. Et puis voilà, un grand merci à Antoine pour ces échanges, pour cette présentation. Voilà, c'était très complet. Merci beaucoup Antoine et merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup pour l'échange très riche et très intéressant. Belle journée. Au revoir. Au revoir, bonne Au revoir. journée.